Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui nous concerne vraiment toutes et tous, la sécurité de nos comptes en ligne. Bonjour. Pour guider notre discussion, on va s'appuyer sur les idées du guide Souveraineté numérique proposé par Domorex. Mhm. Et plus particulièrement, on va explorer le chapitre 4, compte, mots de passe et 2FA. Un gros morceau. Oui, un gros morceau, mais notre mission est simple. On veut comprendre comment protéger nos comptes importants, mais sans devenir complètement fou avec des dizaines de mots de passe à retenir. C'est le défi. Et on va aussi en profiter pour décoder ce que c'est que cette fameuse authentification à deux facteurs, la 2FA. Exactement. Pour que ce soit très concret, je vous propose de partir d'une histoire. L'histoire de Luc, 67 ans. Luc, comme beaucoup de monde, il utilise le même mot de passe un peu partout. C'est pratique. On le fait tous un peu. Voilà. Jusqu'au jour où un vieux site, un site qu'il avait complètement oublié, se fait pirater. Son mot de passe fuite. Et là, c'est l'engrenage. En quelques heures, il perd l'accès à sa boîte mail, puis à sa banque en ligne, ses comptes administratifs. Tout s'effondre. C'est un scénario qui est malheureusement classique. Vraiment. Et ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que Luc n'a rien fait de stupide. Non, bien sûr. Il a juste fait ce que notre cerveau nous pousse à faire, simplifier. Le vrai problème, ce n'est pas tant la fuite de données initiales qui était mineure. D'accord. Le vrai problème, c'est l'effet domino. La réutilisation d'un mot de passe. Imaginez que c'est comme si on reliait toutes les maisons d'un quartier avec la même installation électrique. Ah, c'est une bonne image ça. Ben oui, quand un court-circuit se produit dans une seule maison, c'est tout le quartier qui prend feu. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'apprendre à installer des disjoncteurs. Des disjoncteurs. J'aime beaucoup cette image. L'idée, ce n'est donc pas de construire une forteresse imprenable, Non, mais de s'assurer qu'un petit incident reste un petit incident, qu'il ne puisse pas tout détruire. c'est exactement ça. Il faut accepter qu'un mot de passe puisse fuiter un jour. C'est presque inévitable. Hmm. La vraie question, c'est que se passe-t-il après? Et c'est là qu'on peut agir. La base de tout, ce sont nos comptes en ligne. L'email, c'est la clé de tout le reste. La banque, les services administratifs, les sites marchands. Tout passe par là. Tout. Si quelqu'un prend le contrôle de votre email, il peut demander à réinitialiser les mots de passe de quasiment tous vos autres services. C'est vraiment la première porte à blinder. Et c'est là qu'on arrive au point sensible, celui qui crispe tout le monde, les mots de passe. On nous Hmm. dit depuis des années qu'il en faut des forts, des complexes. Mhm. J'ai l'impression que les recommandations changent tout le temps. Est-ce que ce charabia de symboles, de chiffres et de lettres impossibles à retenir, c'est toujours la seule solution? C'est une excellente question, parce qu'on a longtemps mis l'accent uniquement sur la complexité, au détriment de l'essentiel. En fait, il y a 3 critères pour un bon mot de passe. D'accord. Le premier, et le plus important aujourd'hui, c'est la longueur. Il faut viser au moins 12 à 16 caractères, voire plus. Un mot de passe long est exponentiellement plus difficile à deviner pour un ordinateur. Deuxième, c'est qu'il soit difficile à deviner pour un humain. D'accord. Votre date de naissance ou le nom de votre chien, même avec un 1, 2, 3 à la fin, c'est une mauvaise idée. Donc la longueur avant la complexité. Ça change la perspective. Absolument. Et ça ouvre la porte à une méthode bien plus simple pour notre mémoire, la phrase de passe. La phrase de passe. Oui, plutôt que troubadour, imaginez une phrase comme « Ma première voiture était une 4LR rouge Ah oui, c'est long. ». C'est très long, donc extrêmement robuste, mais c'est facile à retenir pour vous. L'idée, c'est de créer une image mentale ou une phrase un peu absurde qui n'a de sens que pour vous. C'est bien plus efficace que de se forcer à mémoriser une suite de caractères aléatoires. D'accord. C'est beaucoup plus gérable. Mais même avec des phrases de passe, si je dois en retenir une pour ma banque, une pour mes emails, une pour le site des impôts, on en revient au même problème. Le cerveau sature. C'est le nœud du problème, l'être humain n'est juste pas fait pour ça. C'est pour ça que la solution la plus réaliste et la plus sûre aujourd'hui, c'est d'arrêter d'essayer de tout faire soi-même Et de déléguer. et déléguer cette tâche ingrate à un outil conçu pour ça, un gestionnaire de mots de passe. C'est un coffre-fort numérique. Alors là, j'entends déjà la question que beaucoup se posent. Mettre tous mes mots de passe au même endroit, tous mes œufs dans le même panier, est-ce que ce n'est pas encore plus risqué? C'est une crainte légitime, non? C'est plus que légitime, c'est la première objection logique. Oui. Et la réponse est dans la conception même de ces outils. Premièrement, tout ce qui est stocké dedans est chiffré, c'est-à-dire rendu illisible avec une clé unique, votre mot de passe principal ou mot de passe maître. D'accord. C'est le seul mot de passe que vous aurez encore à retenir. Et celui-là, il doit être exceptionnellement fort. Une phrase de passe, c'est parfait pour ça.
Je vois. Deuxièmement, ces entreprises spécialisées ont des niveaux de sécurité bien supérieurs à ce qu'un particulier pourrait jamais mettre en place. C'est leur métier. Le risque est infiniment plus grand avec des mots de passe faibles et réutilisés partout qu'avec un bon gestionnaire bien protégé. Donc le jeu en vaut la chandelle. Concrètement, comment ça se met en place? Ça a l'air un peu technique. C'est souvent plus simple qu'il n'y paraît. On choisit un service, on crée son compte, on définit ce fameux mot de passe maître. Mhm. Ensuite, on installe une petite extension sur son navigateur web, le logiciel qu'on utilise pour aller sur Internet. La première fois que vous vous connecterez à votre boîte mail, par exemple, vous tapez votre identifiant et votre mot de passe comme d'habitude. Ok. À ce moment-là, le gestionnaire va afficher une petite fenêtre et demander « Voulez-vous enregistrer ces informations ?» Vous dites oui, et c'est tout. La prochaine fois, il remplira les champs pour vous. Et pour les nouveaux comptes, c'est encore plus simple, j'imagine. Exactement. Quand vous créez un nouveau compte sur un site, le gestionnaire va vous proposer de générer un mot de passe pour vous. Ah oui. Ce serait quelque chose comme f8@zk.7p$NBC, totalement aléatoire, très long, impossible à mémoriser. Mais on n'a pas besoin de les mémoriser. Voilà, puisqu'il l'enregistre pour vous. Le plus gros avantage, c'est que ça élimine complètement la tentation de réutiliser le même mot de passe. C'est vrai que ça change la donne. Fini le casse-tête. Mais il y a un piège à éviter apparemment. Si je veux changer mon mot de passe sur un site, je ne peux pas juste le modifier dans mon gestionnaire, c'est ça? C'est une erreur classique. Le gestionnaire, c'est un carnet d'adresses sécurisé, il ne communique pas vos changements au site web. D'accord. Si vous voulez mettre à jour un mot de passe, la procédure est stricte. Vous allez d'abord sur le site en question, par exemple le site de votre compagnie d'électricité, vous allez dans les paramètres du compte et vous changez le mot de passe là-bas. C'est logique. Une fois que c'est fait et que le site l'a validé, le gestionnaire vous proposera de mettre à jour l'entrée qu'il a en mémoire avec le nouveau. Il faut toujours faire la modification à la source. D'accord, c'est noté. Mon gestionnaire protège donc mes mots de passe. Mais si quelqu'un arrive à voler mon mot de passe maître, celui qui ouvre le coffre, est-ce que tout est perdu? C'est le scénario catastrophe. C'est là qu'intervient la deuxième couche de sécurité, notre deuxième disjoncteur, l'authentification à 2 facteurs, où tout est fait. D'accord. C'est un outil complémentaire et essentiel. Le gestionnaire protège ce que vous savez, c'est-à-dire vos mots de passe. La FAA, elle, ajoute une vérification basée sur ce que vous avez, votre téléphone, une clé ou ce que vous êtes, votre empreinte digitale. En clair, même si un voleur a la clé de ma maison, donc le mot de passe, Oui. il se retrouve face à un agent de sécurité qui lui demande une pièce d'identité, le deuxième facteur, avant de le laisser entrer. C'est une parfaite analogie. Une fois votre mot de passe correct saisi, le service va vous demander une deuxième preuve. C'est une étape supplémentaire qui bloque 99% des tentatives de piratage automatisées. D'accord. Cette preuve peut prendre plusieurs formes. La plus courante, c'est le code à 6 chiffres envoyé par SMS. C'est déjà beaucoup vieux que rien. On voit ça partout maintenant. Mais j'ai entendu dire que le SMS, ce n'était pas la solution la plus sûre. C'est vrai. Il y a une hiérarchie dans la sécurité des méthodes de FA. On peut les classer par niveau. Ok. Le niveau moyen mais déjà très efficace, ce sont les codes par SMS ou email. Le risque principal, même s'il est faible pour le grand public, c'est qu'un SMS peut être intercepté. Mhm. Le niveau bon et recommandé, ce sont les applications d'authentification sur votre téléphone. Des applications comme Google Authenticator, Microsoft Authenticator ou même celles intégrées dans les gestionnaires de mots de passe. Elles génèrent un nouveau code toutes les 30 secondes directement sur votre appareil. Donc c'est plus sécurisé. C'est plus sécurisé, oui. Enfin, il y a le niveau très bon, les clés de sécurité physiques. Des petites clés USB, comme les YubiKey, qu'on branche sur l'ordinateur. Là, il faut physiquement posséder l'objet. C'est le plus haut niveau de sécurité, mais c'est souvent réservé à des besoins plus professionnels. D'accord. Pour la plupart des gens, une application d'authentification, c'est le meilleur équilibre entre sécurité et simplicité. Si on revient à notre ami Luc, imaginons qu'il avait un gestionnaire de mots de passe et la 2FA activée sur sa boîte mail. Que se serait-il passé? Alors là, le scénario est radicalement différent. D'abord, la fuite de données du vieux site n'aurait eu absolument aucune conséquence. Aucune. Car le mot de passe qui a fuité était unique. Il n'ouvrait aucune autre porte. Le pirate essaie quand même ce mot de passe sur la boîte mail de Luc. Surprise, c'est le bon. Mais au lieu d'entrer, le service lui demande « Veuillez saisir le code à 6 chiffres de votre application ». Et ce code, le pirate ne l'a pas. Il ne l'a pas.
il est bloqué. Et pendant ce temps, Luc, lui, il se rend compte de quelque chose. Pas forcément tout de suite, mais s'il a bien configuré ses alertes, il recevra peut-être un email qui dit « Une nouvelle connexion a été tentée ». Ah oui, Il voit ça, il comprend, et il peut changer son mot de passe sereinement, sans paniquer. Le disjoncteur a parfaitement fonctionné, la tentative de piratage a été stoppée net. c'est incroyablement rassurant. Mais il y a un autre risque, non? Si je perds mon téléphone, sur lequel il y a mon application qui génère les codes, je me bloque moi-même à l'extérieur de mes propres comptes. Vous mettez le doigt sur un point absolument crucial. C'est une étape que les gens oublient 9 fois sur 10, les codes de récupération. Les codes de récupération. Oui. Quand vous activez la 2FA pour la première fois, le service vous fournit presque toujours une liste de 8 ou 10 codes à usage unique. Ces codes, ce sont votre assurance vie numérique. C'est la clé de secours cachée sous le paillasson. Exactement. Et comme une clé de secours, on ne la laisse pas accrocher à la porte d'entrée. L'erreur à ne pas faire, c'est de faire une capture d'écran de ces codes et de la laisser sur son téléphone. Ah oui, bien sûr. Si vous perdez votre téléphone, vous perdez aussi les codes de effet. La meilleure pratique, c'est de les imprimer et de les ranger avec vos papiers importants. Ou de les enregistrer dans un fichier que vous stockez dans un endroit sûr et déconnecté. Il faut vraiment anticiper. C'est la clé. J'ai le cas en tête d'une personne qui a perdu son téléphone en vacances à l'étranger. Le cauchemar. Oh là là. Heureusement, avant de partir, elle avait imprimé ses codes et les avait laissés dans un tiroir chez elle. Un coup de fil à un proche qui lui a lu un des codes et en 2 minutes, elle a pu réaccéder à ses comptes. Sans ça, ses vacances étaient gâchées. C'est un exemple très parlant. Alors si on résume, l'objectif n'est pas de tout sécuriser partout, mais d'être stratégique. Sur quel compte faut-il se concentrer en priorité pour activer cette 2FA? Il faut appliquer la loi de Pareto. 20% des efforts pour 80% des résultats. Il y a quelques comptes qui sont les piliers de votre vie numérique. Numéro 1, sans aucune hésitation, votre adresse email principale. C'est la clé maîtresse. Logique. Numéro 2, votre gestionnaire de mots de passe lui-même. Il faut le protéger avec la 2FA, c'est non négociable. C'est la porte du coffre-fort. D'accord. Numéro 3, vos comptes bancaires et de paiement en ligne. Et enfin, les comptes administratifs importants, car ils contiennent des informations très sensibles. D'accord. Si on sécurise déjà ces 4 catégories, on a fait l'essentiel du chemin. C'est très clair. Pour quelqu'un qui part de zéro et qui se sent un peu dépassé par tout ça, quelles seraient les toutes premières actions les plus simples avec le plus d'impact? La feuille de route est simple. 4 étapes pour commencer. On vous écoute. Premièrement, choisir un gestionnaire de mots de passe qui semble simple et l'installer. Deuxièmement, la première mission y enregistrer son compte email principal. On en profite pour lui créer une nouvelle phrase de passe, longue et unique. Ok. Troisièmement, dans la foulée, on va dans les paramètres de sécurité de cet email et on active l'authentification à 2 facteurs, de préférence avec une application. Et la dernière étape? Et quatrièmement, quand le site propose des codes de récupération, on ne clique pas sur plus tard. On les sauvegarde immédiatement dans un endroit sûr. Et rien qu'avec ça, le disjoncteur principal de notre vie numérique est installé. On passe d'un château de cartes fragile à une structure bien plus résiliente. C'est exactement ça. Ce n'est pas une révolution, c'est une évolution progressive, mais fondamentale de nos habitudes. On ne vise pas la perfection, on vise la résilience. Faire en sorte qu'un incident ne se transforme pas en catastrophe. En vous écoutant, je réalise à quel point l'image est vraiment le centre névralgique de tout ça. On a tendance à le voir comme un simple outil de communication, mais c'est en réalité la clé de voûte de notre identité numérique. La façon dont on le protège conditionne la sécurité de tout le reste. C'est peut-être ça la prise de conscience la plus importante. Tout à fait. Merci beaucoup pour votre écoute. Alors voilà, si jamais ce chapitre vous a été utile, sachez que vous trouverez des ressources complémentaires directement sur le site web de Domorex. Pour ça, rendez-vous sur domorex.com. D'ailleurs, le lien est indiqué juste en dessous, dans la description. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode et passez une excellente journée.